in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. 3. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Lamb out. Tie game with 5 seconds remaining. He shot. What a perfect ending to a historic day. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 138 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, un seul homme, c'est Tom. Ça va, Tom? Ouais, ça va et toi? Bah, je pense que t'es heureux là. On va parler de Memphis. Ouais, bah, comme tu m'as fait remarquer, on n'en parle pas souvent. Et je dirais que je suis plus heureux que toi, vu ce qui te tombe sur Twitter suite à ce qui se passe avec Dwight Howard. C'est vrai, ça. J'ai réagi sur Twitter. J'ai fait mon petit communiqué de presse ce dimanche matin. Je vais en parler 20 secondes, hein. Dwight Howard a une affaire très louche aux fesses. Je vois pas pourquoi les gens me taguent sur Twitter. Je suis pas l'avocat de Dwight Howard. C'est pas parce que c'est mon joueur préféré que je vais le défendre. Les accusations, elles sont hyper graves. Laissons la justice faire son taf. C'est pas parce que je suis fan de Dwight Howard que je vais dire forcément prendre parti. Bah oui, je vais pas prendre parti dans une affaire où, je vais laisser la justice faire son travail et voilà. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Twitter, c'est peut-être un monde parallèle des fois. C'est pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, oui, à ce niveau-là, t'es plus heureux que moi, c'est sûr. C'est clair. On va parler de Memphis, comme tu l'as dit. On parle pas souvent de Memphis. C'est sans doute l'équipe dont on parle le moins, alors qu'on a on a Tom, supporter de Memphis. Vous avez remarqué la petite technique maintenant. Je vais dire qu'il est supporter de Memphis toutes les 20 secondes. Comme ça, dans 6 mois, il va se rendre compte peut-être que c'est pas 100% le cas. Memphis, comme je l'ai dit, qui réalise un bon début de saison, 12-6, deuxième à l'ouest, à égalité avec les Clippers. Qui l'eût cru? On va se demander, est-ce que c'est juste une équipe en forme, sans blessure, ou est-ce qu'il y a un peu plus autour de cette équipe de Memphis dans l'overtime? On va parler des Warriors. Oui, enfin, avec un peu de retard, mais on attendait d'avoir les éléments des Spurs de Dallas et peut-être d'une autre équipe dont j'aimerais bien parler. Je fais un peu la surprise à Tom en toute fin d'émission parce que j'ai un petit coup de gueule à tirer là-dessus. Comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, de nous poser des questions aussi, si vous en avez sur Facebook, Twitter ou par mail, dunkhebdo@gmail.com, de vous abonner sur les plateformes où vous nous écoutez comme Spotify, Podcast Addict, etc. Nous laisser les 5 petites étoiles sur iTunes. On a dépassé les 100, merci à vous. Mais ne vous arrêtez pas, vous pouvez continuer. Et vous abonner aussi sur YouTube où, comme on vous l'a déjà dit, tous les mercredis soirs à 20h, on publie l'épisode de Profil, ce nouveau petit format de 15 minutes où on analyse le jeu d'un joueur NBA. Moi, j'en ai fini avec ma petite propagande habituelle pour vous forcer à vous abonner un peu partout et on se retrouve juste après la pause pour discuter de Memphis. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Il a mis l'accent sur le style Grit and Grind, il m'a pointé du doigt, moi et Marc, en disant « Vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est ». Ces mots, ce sont ceux de Mike Conley vis-à-vis de son coach JB Biggerstaff pour résumer un peu ce bon début de saison. Tom, comme on l'a dit en introduction, 12-6, une équipe épargnée par les blessures. On n'avait pas parlé de Memphis depuis pas mal de temps, je l'ai dit, depuis presque 2 ans dans un épisode qui s'intitulait la fin du grit and grind, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette identité de Memphis au début des années 2010, vraiment un jeu dur avec les Tony Allen, les Zach Randolph et Mike Conley et Marc Gasol qui sont encore là. J'allais te lancer sur le fait que c'est peut-être remis au goût du jour ce grit and grind, mais tu m'as dit en off que selon toi c'est pas vraiment le cas. Alors tu peux m'expliquer ça? Pour tout d'abord, dans l'intro, t'as dit qu'on n'était pas touché par les blessures, mais on est déjà touché par les blessures, mais c'est plus des joueurs mineurs, c'est-à-dire des joueurs de rotation. Et Michael Green comme tous les ans.
peu près. Voilà, Jamichael Green, Dylan Brooks, Caspi qui a raté des matchs. Enfin voilà, mais ce sont des joueurs de banc, donc ça n'a rien à voir avec des joueurs d'importance comme Conley et Gasol. Moi, je trouve que c'est différent en fait, cette Grit and Grind là, puisque je pense que aujourd'hui le Grit and Grind n'aurait pas eu le succès qu'il a eu il y a à peu près 7-8 ans, quoi, puisque les règles ont évolué, la façon de jouer au basket a évolué, et même si la base qui reste la défense et le fait de rendre les gens et les adversaires inconfortables quand ils jouent l'équipe de Memphis, ça reste comme mantra et comme en gros comme étendard, on va dire. La façon de jouer est totalement différente, je trouve, notamment défensivement. C'est vrai que moi, pour avoir vu Memphis, pour être honnête, c'est sans doute une des équipes que j'ai le moins regardé la saison dernière. Et là, en les regardant sur ce début de saison, je pense notamment au match contre, on va y revenir quand on parlera un petit peu plus de Marc Gasol en particulier. C'est vrai que c'est peut-être différent, mais moi, j'avais quand même un petit peu cette sensation de revoir cette équipe de Memphis qui joue un petit peu à contre-courant. Ils sont derniers à la pace. Ils jouent particulièrement lentement dans une NBA où tout le monde joue vite. C'est très marquant de regarder un match de Memphis où l'équipe va lentement. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, défensivement, on retrouve un peu cette équipe de Memphis. Défensivement, c'est une des meilleures équipes de la NBA à l'heure actuelle. Ils sont 3e au defensive rating de tête, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et vraiment, moi, ça m'a marqué. C'est peut-être pas du Grit and Grind, mais alors, en quoi c'est différent selon toi? Parce que, peut-être, c'est vrai que les éléments sont plus les mêmes, mais on a vraiment moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment ça, vraiment une insistance sur les pertes de balles aussi. Ça joue énormément bien, ça fait perdre la balle à l'adversaire et ça marque beaucoup de points en sortie de perte de balle niveau Memphis. Qu'est-ce qu'il y a de différent selon toi? La défense est beaucoup plus intelligente qu'avant. Avant, les défenseurs, notamment, par exemple, les Tolly Allen, les Pondexter à l'époque, ou même à l'époque où il y avait, par exemple, Matt Barnes, ça, en fait, les défenseurs, la défense, ce qui faisait la force de la défense de Memphis, c'était même pas la défense collective, c'était la somme des défenseurs individuels, notamment sur le périmètre, avec Marc Gasol qui orchestrait bien tout ça derrière, donc avec Conley également, Courtney à un certain moment. Donc tu avais énormément de bons défenseurs individuels et cela élevait le niveau de la défense de Memphis. Mais là, tu as quelque chose de plus collectif, de plus intelligent. Les joueurs défendent beaucoup plus avec leur tête, on va dire, qu'avec leurs mains en attrapant les gens, par exemple. C'est des choses qu'on pouvait voir souvent où Tony Allen t'attrapait, t'arrachait le maillot, des gens. Voilà, tu vois, ce sont des choses qu'on peut plus voir, notamment à cause du freedom of movement que maintenant la NBA siffle énormément. On voit que des équipes comme Boston et par exemple Utah qui ont énormément de problèmes à s'adapter par rapport à ce type de défense-là. Et en fait, nous, on a la chance d'avoir des défenseurs qui sont intelligents et qui utilisent plus leur envergure et leurs jambes que leurs bras pour attraper les gens. Donc ça, c'est, je pense, une grosse différence dans la façon de défendre. Il y a aussi quelque chose qu'on fait souvent, c'est notamment sur les écrans. Généralement, quand tu regardes toute la ligue, les joueurs, ils luttent pas forcément pour passer au-dessus des écrans. Et du coup, ils s'exposent, alors que Memphis, c'est une consigne où le joueur passe systématiquement, où il essaye un maximum de se battre pour passer au-dessus de l'écran. Alors parfois ça peut poser des problèmes de faute, notamment quand par exemple le joueur essaye de passer le bras pour passer devant l'écran et puis il se fait bumper légèrement par l'intérieur et il touche l'extérieur qui s'apprêtait à faire le pick and roll. Ça pose parfois des problèmes, mais les joueurs sont quand même assez intelligents pour savoir quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il faut pas y aller. Et un grand symbole de cette défense-là, c'est notamment Marc Gasol, mais aussi Garrett Temple. Par rapport tu parlais sur les écrans, c'est la défense du pick and roll les matchs que j'ai vus, notamment par exemple contre Denver, le match contre Denver où là ça m'a vraiment impressionné en fait en regardant les stats. On remarque que la seule équipe qui défend mieux le pick and roll que Memphis, c'est Boston, et on remarque que, et ça c'est une stat assez incroyable, Memphis arrive à provoquer une perte de balle à l'adversaire sur un quart des pick and roll joués. C'est incroyable ça comme stat. Il y a pas uniquement les pick and roll, globalement Memphis c'est une équipe qui crée énormément de déflexions.
puisque les joueurs, même si ils sont pas très longs dans la verticalité, ils utilisent leur longueur dans la latéralité, c'est-à-dire que les Garrett Temple, les Kyle Anderson qui est très très bon défensivement, t'as Marc Gasol aussi qui a de très longs bras, Jaren Jackson enfin l'équipe est très très longue en fait. On s'en rend pas compte puisque ce sont pas des athlètes et ce sont pas des joueurs qui vont faire énormément de gros contres, qui vont pas produire énormément d'highlights, mais dans une défense intelligente, ils sont assez intelligents pour faire les bons déplacements, anticiper certains déplacements, et leur longueur suffit à gêner les adversaires. Et il y a autre chose qui est aussi important, plus que la longueur, c'est une équipe qui aime défendre et qui sait que la défense est sa force. Et j'imagine que quand tu es une équipe NBA et que tu arrives, plus globalement, quand les adversaires que tu affrontes, c'est du open court basketball où il n'y a pas forcément énormément de défense qui est joué, où tu es assez libre sur les écrans, tu peux pénétrer comme tu veux dans la raquette, et d'un coup, tu affrontes Memphis où tu es totalement, tu es beaucoup moins à l'aise en fait, et du coup ça peut te sortir de ton rythme et des choses que tu fais habituellement, et faut trouver après le moyen de s'adapter. Donc Memphis force les équipes adverses à s'adapter, à ne pas forcément jouer tout de suite sur leur force. Ouais, c'est vrai que quand on regarde Memphis jouer, des quelques matchs que j'ai vus, j'ai été assez impressionné par le fait que souvent l'équipe adverse, elle est obligée de trouver une deuxième solution, c'est-à-dire que le jeu appelé ou l'idée de base, que ça soit un pick and roll, ce qui est souvent joué à NBA, ou une ISO, enfin, ils trouvent pas la solution sur leur première intention. Ils sont obligés de trouver un second plan. Et ça rejoint pas mal. J'ai cité Mike Conley par rapport à ce qu'il disait par rapport à JB Bickerstaff, mais j'ai vu pas mal de déclats là-dessus où en fait, les joueurs de Memphis, le coach de Memphis, les assistants, tout le monde expliquait que l'objectif c'est vraiment de faire déjouer l'adversaire. Et à ce niveau-là, c'est une réussite, je veux dire, quand tu perds beaucoup de ballons, que t'as du mal à attaquer l'équipe, qu'il y a un espèce d'élan. Et c'est vrai que tu parlais du fait que tout le monde défende, et c'est vrai qu'il y a un élan dans cette équipe qui pour moi était un petit peu mort depuis 2 ans à peu près. J'ai l'impression qu'il est retrouvé, qu'il y a de l'âme dans cette équipe. En fait, le truc c'est que il y avait énormément de questions autour de Marc Gasol, notamment par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Est-ce qu'il était toujours engagé à 100%? Et le fait de penser d'avoir retrouvé un joueur comme Mike Conley, ça fait à peu près 11 ans qu'ils jouent ensemble. Je pense que, en fait, l'an dernier, il avait aucune attache en fait dans l'équipe. Il y avait aucun joueur qui avait connu tout ce qu'il avait connu, et du coup, il était un petit peu entre guillemets isolé du vestiaire. Et là, le fait qu'il y ait le retour de Mike Conley qui est entre guillemets le ciment de l'effectif, puisque certes Mike Conley a joué énormément avec Marc Gasol, mais c'est un joueur qui était déjà assez proche d'un joueur comme Garrett Temple par exemple. C'est un joueur qui a aussi pris un joueur comme Jevon Carter sous son aile, Wayne Sheldon, tout ça. Donc je pense que ça joue énormément, et JB Bickerstaff arrive arriver à créer une petite dynamique derrière Marc Gasol, qui est aujourd'hui au centre de l'équipe, quoi. Mea culpa total sur Marc Gasol. Pour ceux qui se souviennent des previews, ça date pas d'il y a longtemps. Pour moi, Marc Gasol, c'était un joueur qui aurait pu, c'est pas le continuer le déclin, le bon mot, mais qui aurait pu être un peu dans la foulée de son année dernière qui était pas très bonne. Et il s'est réveillé, et force de constater, je parle beaucoup de ces 2 matchs contre Philadelphie et Denver, parce que moi ça m'a marqué, parce que les oppositions directes à Marc Gasol sur ces 2 matchs, c'est Joel Embiid et Nikola Jokic, et il a éteint Joel Embiid et Nikola Jokic, et je trouve qu'on retrouve un très bon Marc Gasol. C'est pas le Marc Gasol défenseur de l'année, je pense pas, mais t'as raison, c'est vraiment l'encre de cette équipe. On voit que c'est le leader défensif, il fait les bons, enfin tu vois vraiment, c'est un peu le quarterback de la défense qui amène un peu tout le monde, et surtout on pense directement à Jaren Jackson parce que c'est le rookie, il l'amène à faire les bons choix, et c'est comme ça que cette défense de Memphis s'est retrouvée en fait. C'est vraiment, on voit l'importance de Marc Gasol, et aussi le fait que oui, l'attraction Marc Gasol, Mike Conley, elle était pas là l'année dernière, et ça explique aussi pourquoi l'année dernière était si difficile. Ouais, c'est ça. C'est très très important quand moi c'est quelque chose que je dirais toujours. C'est extrêmement important quand ton meilleur joueur est un pivot d'avoir un très bon meneur de jeu. L'an dernier, Marc Gasol à la main, il devait se coltiner Andrew Harrison, Kobe Simmons, Tyreke Evans, qui est tout sauf un meneur de jeu. C'est plus un porteur de balle, mais c'est pas un meneur de jeu.
et Mario Chalmers. Ça n'a rien à voir avec le standing des joueurs du joueur qui est Mike Conley, en fait. C'est totalement différent, et surtout t'as le côté connaissance, le côté connexion et d'alchimie que ces deux joueurs ont pu développer durant une dizaine d'années, et là tu le retrouves totalement sur le terrain. Ce sont des joueurs qui font des cliniques de pick and roll. On l'a vu encore face aux Clippers. Ils ont disséqué les Clippers, quoi, totalement. C'est des joueurs, chaque soir, t'as Mike Conley, t'as Marc Gasol, les mecs te font des cliniques, et l'attaque de Memphis n'est pas bonne, mais ce sont ces gars-là, en fait, qui créent toute l'attaque à eux deux, quoi. Il n'y a pas de système, il n'y a rien. Les mecs créent toute l'attaque à eux deux, et ça fonctionne. Et encore un petit mot sur la défense. On parle beaucoup de Marc Gasol, mais l'apport d'un Garrett Temple, alors là c'est quand même incroyable. Garrett Temple, c'est quand même l'archétype de ce qu'on appelle le journeyman en NBA, vraiment le joueur qui enchaîne les équipes. Il se pose à Memphis la trentaine passée et il fait sans doute la meilleure saison de sa carrière, et aussi défensivement. Jaren Jackson, enfin il y a vraiment une émulation défensivement, c'est assez impressionnant. Et pour enchaîner sur le poste de meneur, Mike Conley fait une différence, c'est clair. Et on en parlait en off, t'as fait l'inventaire des meneurs de l'année dernière. Rien que Shelvin Mack, qui est meneur remplaçant ici après sa pige à Orlando, c'est déjà une évolution sur tous les meneurs remplaçants des Grizzlies depuis belle lurette. Ouais, je dirais le meilleur meneur remplaçant que Memphis a eu ces dernières années, ce serait Beno Udrih, qui, on se souvient, avait disséqué Portland lors d'un tour de playoff, je crois que c'est en 2015, où Mike Conley se casse, je crois, la mâchoire, où il revient avec le masque. Ouais, je crois que c'est en 2015, puisqu'on joue contre les Warriors, et c'est là où il y a le 2-1, et du coup après les Warriors nous terminent en 4-2. Non, mais enfin, il est très intéressant, en fait, Shelvin Mack. C'est un peu un joueur dans la lignée, tu vois, ce qu'on appelle entre nous le Darren Collison. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est pas, quand tu l'as en tant que meneur titulaire, c'est pas ouf, mais c'est un joueur qui fait pas forcément énormément d'erreurs. C'est un joueur qui, voilà, il est là, il fait pas d'erreurs, quoi. C'est pas lui qui va te transcender, c'est pas lui qui va te transcender ton équipe, mais il peut s'inscrire dans un collectif. Et c'est un joueur qui, lorsqu'il est meneur titulaire, il a pas le niveau. Par contre, quand c'est un backup, quand il joue contre des second units, il est beaucoup plus intéressant, il est beaucoup plus à l'aise aussi pour évoluer et pour apporter de la plus-value à l'équipe. C'est un joueur aussi qui est cette saison très analytique, puisqu'il prend énormément de ses shoots, soit à 3 points ou au cercle. C'est un joueur qui aime pénétrer, qui joue pas forcément très bien le pick and roll à mon goût, puisqu'il a je pense que c'est par rapport à sa taille, peut-être qu'il a, en fait, il est un peu gêné en termes de vision de jeu, notamment pour trouver les passes dans les corners et tout ça. Il a pas forcément le très bon timing, notamment par rapport à un Mike Conley qui arrive à trouver une passe, ou enfin une petite bounce pass, une passe par-dessus l'épaule pour trouver un joueur démarqué, ou retrouver Marc Gasol dans l'axe. C'est un joueur, Shelvin Mack a un petit peu plus de mal à faire ce genre de choses, et c'est un joueur qui est aussi bien associé, qui arrive à être associé avec Mike Conley, puisque c'est important d'avoir parfois un deuxième créateur à côté de Conley pour que celui-ci puisse créer du jeu sans avoir à porter le ballon comme il le fait souvent. Tu parlais de Shelvin Mack, 30% de ses tirs sont dans la raquette, 35 sont à 3 points. Donc c'est très analytique, et à 3 points, certes, il en prend un peu moins de 3 par match, mais il est à 46%. Ça, c'est quand même, c'est assez incroyable. Mais oui, vraiment, ça fait un bon backup à Memphis, et les auditeurs le savent, on insiste beaucoup sur ce rôle de backup meneur. Mais le fait est qu'il fait énormément de différence en NBA. C'est-à-dire que il y a pas mal d'équipes, demandées aux Hornets, le fait de passer d'avoir un bon backup, ça peut te changer une équipe. C'est peut-être totalement. Totalement. Ça peut paraître fou de dire ça, mais quand tu dois jouer 15 minutes par match ou 10 grosses minutes par match avec un joueur qui n'a pas le niveau et qui pose problème à ton équipe, c'est très 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 déficitaire pour ton équipe. C'est très problématique, exactement, ouais. C'est très problématique. Mais revenons un peu à Memphis. On a pas mal parlé de la défense, revenons sur l'attaque maintenant. Tu parlais de l'attaque, tu l'as dit toi-même, Memphis n'est pas une bonne attaque, c'est vrai. Comment, parce que vous l'avez bien compris, moi c'est comme si je faisais un épisode sur le Thunder avec Pierre ou sur Boston avec Allen. Moi je suis là en tant que, je pose des questions. Comment Memphis, selon toi, arrive vraiment à se dépatouiller? Parce que certes c'est une bonne défense, mais en 2018 en NBA,
il faut aussi avoir quelques billes en attaque. Comment Memphis, en plus du pick and roll, Marc Gasol, Mike Conley dont tu as parlé, comment l'équipe arrive à s'en sortir? Bah, l'équipe s'en sort pas, hein. Enfin, quand tu regardes, à part ça, l'équipe ne s'en sort pas très bien. Enfin, on voit que Jaren Jackson, il peut avoir des opportunités. En fait, offensivement, Jaren Jackson, c'est un joueur qui, par le fait qu'il soit capable de courir et de... En gros, si tu regardes bien, dans les joueurs qu'on a, Jaren Jackson fait partie de ceux qui sont les plus rapides, et quand globalement tu as un rebond qui est récupéré par soit Marc Gasol ou soit Kyle Anderson qui prennent énormément de temps pour remonter le terrain, mais qui ont quand même une assez bonne vision de jeu en fait pour faire les bonnes passes même s'ils sont éloignés. Ce qui se passe, c'est que Jaren Jackson lui se retrouve dans une situation où dès qu'il court, il est récompensé. C'est-à-dire qu'il arrive souvent en transition avant tout le monde, et du coup il se retrouve sur un post-up sur un joueur beaucoup plus petit, et le fait qu'il soit très grand et qu'il puisse bénéficier de deep catch, on va dire entre guillemets, très profond dans la raquette, après il a un petit move, un léger turnaround où voilà, il va chercher la planche main gauche, mais il est tellement grand, il a une tellement grande envergure, il est capable en fait dès qu'il a la position, on le voit même, il arrive à le faire face aux intérieurs, il arrive aussi à le faire face aux extérieurs, notamment par exemple sur les matchs qu'on a joué face à Rudy Gobert ou même face à Derrick Favors. Il avait le deep catch, il est trop grand en fait pour que son tir soit vraiment contesté, et il envoie sur la planche, il est assez à l'aise en fait pour ça, et il est aussi à l'aise pour se créer son shoot en partant du dribble. Il a la possibilité en fait, Jaren Jackson, de pouvoir bénéficier de spacing, puisque Marc Gasol shoot à 3 points, Kyle Anderson, même s'il shoot pas à 3 points forcément, il est toujours dans le corner, donc il espace le terrain. T'as Mike Conley qui shoot à 3 points et Garrett Temple shoot à 3 points également. Donc ce qui se passe, c'est que parfois il a des situations d'isolation où il part généralement il part du côté gauche pour attaquer soit un intérieur ou même un extérieur, quoi. Ça arrivait notamment quand il attaque par exemple Giannis. Il attaque, il n'a pas peur d'aller au cercle. Donc lui, il génère un peu d'attaque. Il a un usage qui est à peu près à 20 de mémoire. Donc il finit quand même pas mal de possessions. Après, t'as pas mal de... Memphis score pas mal sur les cuts. Le fait d'avoir un joueur comme Kyle Anderson, qui est très très intelligent et qui... par rapport à l'académie de jeu dont il est issu, notamment les Spurs, il arrive à se rendre utile sans ballon, poser des écrans, venir s'intercaler notamment dans la zone des lancers, où il arrive toujours à trouver une position, trouver un décalage, donc qui nous permet de scorer. Au début de saison, c'était beaucoup plus compliqué pour scorer, notamment si on reprend le match d'Indiana par exemple, où là j'avais l'impression de voir un match de handball, où par exemple JB Bickerstaff, son mantra quand il a commencé offensivement, il voulait faire du read and react. En gros, c'est à peu près ce que les Warriors jouent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de système préétabli, tous les joueurs sont entre guillemets intelligents, donc ils sont capables de faire une passe, poser un dribble, sauf qu'en fait tu peux pas te permettre d'avoir une attaque où tout le monde a une importance égale, alors que tu as un roster où les meilleurs joueurs sont de très loin Mike Conley et Marc Gasol. Donc du coup, après ce match-là où c'est un blowout horrible, l'équipe a commencé à jouer autrement et s'est appuyé beaucoup plus sur Mike Conley, Marc Gasol qui crée le jeu. Et c'est dommage qu'il n'y a pas vraiment de système, et c'est vraiment dommage offensivement. T'as dit beaucoup de choses. Là, il y a pas mal de malheureusement. Il y a pas mal de choses sur lesquelles je dois revenir. T'as parlé pas mal de Jaren Jackson, et c'est vrai que c'est un peu l'attraction des Grizzlies actuellement. On va pas se mentir. T'as été plutôt positif sur ce que t'as dit sur lui, et je suis assez d'accord sur toi, le fait de jouer à côté d'un joueur comme Marc Gasol, je pense que ça l'aide plus qu'autre chose. C'est-à-dire que on voit bien Marc Gasol, il peut être extérieur pour créer du jeu, ce qui est une action l'action classique un peu de Memphis, où des fois il est en face du panier derrière la ligne à 3 points. Et c'est vrai typiquement il aurait pas ce spacing là dans d'autres équipes. Et c'est vraiment quelque chose dont il bénéficie. Après, de ce que j'ai vu, je suis assez séduit par le fait qu'on l'implique
on l'implique, certes, c'est le troisième joueur qui shoot le plus de tirs, qui tente le plus de tirs, et c'est un des rookies qui en tente le plus. Il y a que Doncic, Young, Ayton et Sexton qui en prennent plus, mais on n'est pas non plus dans le jeunisme excessif où on cherche à le mettre à tout prix en action, quitte à être au détriment de l'équipe. Ouais, c'est ça. En fait, il est récompensé parce qu'il fait des actions, positives. C'est-à-dire que il va poser un bon écran, il va faire une course vers le panier, et le fait de jouer avec un meneur de jeu comme Mike Conley, ça te change la vie, tu vois. Par exemple, on va prendre, alors, ce sont deux joueurs qui sont totalement différents. L'an dernier, Dejounte Davis, par exemple, ou même Brandon Roy quand il jouait, c'est des joueurs qui avaient énormément de mal puisqu'ils posaient énormément d'écran, couraient vers le cercle et étaient rarement récompensés puisque voilà, Tyreke Evans préférait prendre un shoot contesté comment ça s'appelle, Chalmers essayait d'aller au panier, tout ça, et les intérieurs n'étaient vraiment pas récompensés en fait sur les rim runs par exemple, alors que là Jaren Jackson Jr., voilà, il va faire une passe, machin, il va faire un écran, il va se placer, et voilà, on va essayer de lui envoyer un alley-oop, on va essayer de lui envoyer quelque chose près du cercle, tu vois. Dès qu'il court et qu'il bat son opposant, il est servi près du cercle, et ça je trouve que c'est vraiment une façon intelligente de l'utiliser, et on revoit même parfois quelques systèmes d'antan, quoi, entre guillemets, où il y avait des high-low qui étaient joués après un dribble end-off entre Mike Gasol et Mike Conley, ou par exemple avant c'était Zibo qui avait ce rôle là, c'est à dire qu'il partait au niveau du dunker spot entre guillemets, je sais pas comment traduire ça en français, mais un peu l'espace proche du cercle par exemple, où Zibo se faisait oublier et réapparaissait. Et là, t'as des high-lows qui sont joués, par exemple, où t'as Conley et Gasol qui font une feinte de dribble on-off. Finalement, Marc Gasol se retourne et il envoie une bounce pass en fait, directement près du cercle, où Jaren Jackson n'a qu'à capter et finir, quoi, tout près du cercle. Donc ça, c'est des petits systèmes qui sont repris, ou même des systèmes où voilà, encore un autre modèle de high-low, par exemple, vers la ligne à 3 points, mais cette fois-ci qui part dans un corner, où tu as le joueur qui, par exemple, Jaren Jackson essaie de prendre une position pour prendre la balle en main, sauf t'as le défenseur qui est devant lui pour l'empêcher de capter le ballon. Donc plutôt que tenter une passe lobée hasardeuse près du cercle, ça repasse systématiquement par Gasol, et par Gasol qui est en tête de raquette à 3 points. Et là encore, ça ouvre de l'espace. Et là, Jaren Jackson Jr., qui a déjà, du coup, le défenseur... Enfin, il tourne son corps, comme ça, le défenseur est désormais dans son dos. Il reçoit une bounce pass pour finir un lay-up facile près du cercle. C'est vraiment pas... Enfin, il n'a pas à se créer énormément de shoots, en fait, Jaren Jackson. Il n'a pas énormément à se créer des shoots individuellement. Il a pas mal de shoots qui lui sont donnés, quoi. T'as parlé, avant de conclure, on a encore le temps, sur peut-être les espérances de l'équipe. Il y a deux joueurs dont j'aimerais parler. C'est Kyle Anderson d'abord, le transfuge des Spurs. Il a signé cet été. Je pense que les Spurs le regrettent peut-être un petit peu, on en parlera plus tard quand il s'agira des Spurs. Il est souvent oublié d'ailleurs, on le mentionne jamais quand. C'est vrai. De ce que je vois, on parle souvent on a perdu Kawhi et Danny Green, mais Kyle Anderson est rarement mentionné alors que c'est lui qui occupait le poste de 3 titulaires de cette équipe l'an dernier. Comment il a réussi à s'intégrer à Memphis, parce que comme tu l'as dit, certes il shoot pas, mais on voit de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, surtout des déclarations de JB Bickerstaff. Vous verrez dans 5 minutes pourquoi je parle autant des déclarations de JB Bickerstaff. En fait, il a l'air de très bien s'intégrer, en fait. Encore une fois, c'est un peu comme Jaren Jackson. On le met dans les bonnes conditions, on lui demande de faire ce qu'il sait faire. On lui demande pas d'être un spot-up shooter, c'est pas ce qu'il est. On l'intègre et ça marche assez bien. Et par rapport à Garrett Temple, là, j'avoue que moi, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais je suis époustouflé par le fait que c'est le complément un peu parfait à Mike Conley pour l'instant. Et c'est incroyable de dire ça. Ça a toujours été un bon joueur, Garrett Temple, mais je l'imaginais pas comme un titulaire NBA plus que solide, ou très solide en tout cas. En fait, quand tu regardes bien, Garrett Temple, il a un peu le rôle que Courtney Lee avait à un moment quand il jouait aux côtés de Mike Conley. Ouais. Et Kyle Anderson, il a un peu le rôle qu'avait Tayshaun Prince à un certain moment quand il était à Memphis. Alors, c'est vrai que Kyle Anderson, c'est difficile. Enfin, je connais pas mal de personnes qui sont déçues en fait de l'apport de Kyle Anderson,
mais je pense que c'est parce qu'ils en attendent plus offensivement. Sauf que offensivement, c'est pas un joueur qui est comment dire, si tu veux l'utiliser dans un rôle juste de complément, on va dire que Kyle Anderson c'est plus un attaquant opportuniste qu'un joueur pour lequel tu vas dessiner un système pour qu'il termine. C'est un joueur que moi je trouve assez intéressant dans sa façon de créer du jeu. Il est souvent utilisé, alors certes il est souvent utilisé comme ailier, mais en attaque je le vois aussi évoluer pas mal comme un poste 2. Et on le voit aussi attaquer des joueurs qui sont beaucoup plus petits que lui en fait, parce qu'il est tellement grand que par exemple quand il va faire un double pas qui prend 4 secondes, le fait qu'il ait de longs pas et qu'il ait une grande envergure, il peut se rapprocher du cercle sans forcément être très très fort en fait sur son dribble et sans nécessairement avoir un gros handle en fait. Donc c'est plus un attaquant opportuniste. C'est dommage que, c'est un joueur qui laisse beaucoup trop, je pense, venir le jeu à son compte et qui devrait peut-être essayer de créer et d'essayer d'être plus agressif. Mais voilà que c'est pas dans sa nature en fait, ce gars-là. En tout cas, tu parlais vraiment de l'intelligence collective. Kyle Anderson, il rentre parfaitement là-dedans. Totalement là-dedans. Et ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parlait des Kings il y a quelques semaines de cela, où on mettait en avant le fait que tout le monde est jeune. On va dire, si on écarte Jaren Jackson, tous les contributeurs importants, et Kyle Anderson, certes, qui est encore dans la vingtaine, mais Garrett Temple, les Marc Gasol, les Mike Conley, c'est des joueurs de plus de 30 ans. Shelvin Mack, il est dans la NBA depuis pas mal de temps aussi. C'est une équipe expérimentée, en fait, et ça, c'est vraiment marquant dans cette espèce de jeunisme NBA. Ils sont à contre-courant à tous les points. C'est une équipe d'expérience. C'est une équipe qui joue lentement, qui met l'accent sur la défense et opportuniste en attaque et s'appuie sur quelques actions qu'elle maîtrise plutôt bien. C'est assez, franchement, moi, quand j'ai regardé Memphis, ça te met un peu une claque parce que t'as l'impression de voir une équipe, qui joue, je lisais un article de The Ringer qui expliquait qu'ils jouent comme en 2013. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu vrai. C'est plutôt, je vais pas dire que c'est rafraîchissant parce que personnellement c'est pas non plus le jeu que j'apprécie le plus, mais en tout cas ça fait partie de ces équipes un petit peu différentes dont t'as besoin la NBA, je pense, parce que ça fait un peu de bien. Surtout que la grande force de cette équipe, c'est que c'est une équipe qui joue sur ses forces en fait. Pourquoi tu vas jouer du full court basketball ou du 7 seconds or less alors que ton meilleur joueur c'est un intérieur qui a 34 ans. Enfin quel intérêt? Quel intérêt tu as besoin en fait pour être efficace que ton meilleur joueur soit mis dans des bonnes dispositions. Donc ton meilleur joueur aujourd'hui c'est Marc Gasol, il a 34 ans, c'est pas un joueur qui est rapide, tu vas ralentir le jeu pour que lui puisse être à l'aise puisque c'est lui qui fait que ton équipe est aussi forte. Autre chose aussi, autre théorie notamment sur le fait que Memphis a une pace très basse et un temps de possession offensif moyen le plus bas de la ligue, c'est-à-dire les possessions de Memphis durent 16 secondes en moyenne, alors que la moyenne en gros de la ligue est à 14 secondes. Ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose que Jerry Sloan faisait à l'époque où il était coach du Jazz, c'est que quand tu sais que tu n'as pas un effectif très profond, tu vas essayer de limiter en fait le nombre de possessions, puisque plus tu as de possessions, plus tu augmentes les chances que tu joues des possessions sont l'un de tes deux meilleurs joueurs sur le terrain. Quand tu as un effectif qui n'est pas profond, autant limiter le nombre de possessions un maximum pour être en pleine possession, on va dire, de tes moyens et optimiser un maximum tes ressources sur un faible nombre de possessions. Et du coup, quand tu n'as pas tes deux meilleurs joueurs, autant ralentir le jeu, comme ça tu évites de prendre des éclats, quoi. Beno Udrih, Jerry Sloan, t'es vraiment dans les bonnes références. Là, Tom, faut te suivre, hein. Je te suis, mais j'avoue que c'est des références que tout le monde ne suivra pas. C'est vrai que l'effectif, et ça me permet de glisser tranquillement sur ce que je voulais pour finir cette séquence, c'est-à-dire parler un peu des ambitions de Memphis. C'est vrai que maintenant, là, quand l'équipe est sans Dillon Brooks blessé, sans JaMychal Green encore blessé, il vient de revenir. Il vient de revenir. On arrive très vite à la limite, en fait. Enfin, on voit clairement que l'effectif, il manque un peu de profondeur.
Ça me permet de parler de quelqu'un, parce que t'as mentionné un coach, donc je vais mentionner un coach. J'ai toujours trouvé que JB Biggerstaff, il était injustement critiqué. Il était tombé sur une équipe de Houston où il tombait sur une des pires situations possibles. Il y avait des problèmes en interne. La dynamique Howard-Harden était complètement brisée. L'effectif avait abandonné le coach d'avant. C'est pas parce que c'était l'assistant que ça allait changer grand chose. Il avait hérité d'une situation pas facile. Il avait fait ce qu'il pouvait. Il s'était fait énormément critiquer. Deuxième chance de Biggerstaff, la situation de Memphis, on l'a assez dit l'année dernière, elle est difficile aussi. Il s'est fait critiquer là-dessus, il a pris beaucoup trop cher, je trouve. Et là, il prouve, alors certes, c'est pas un Brad Stevens, il va pas te révolutionner peut-être une équipe ou te mettre des choses en avant, il a peut-être pas ce côté médiatique-là, mais il peut coacher une équipe NBA, il fait pas d'erreur, il sait jouer sur les forces de cette équipe. C'est un coach NBA, en fait, JB Biggerstaff. Et je trouve que ça, on a trop souvent tapé sur Memphis. Et même des fans de Memphis, en fait, cet été, qui se sont moqués ou qui ont pas apprécié la re-signature de Biggerstaff. J'avais pas trop compris, moi, parce que pour moi, c'était un coach qu'on pouvait pas trop juger. Il avait jamais eu de situation clean. Là, il a une bonne situation et il fait ce qu'on lui demande. Ben, le truc avec Biggerstaff, comme tu dis, c'est que les échecs, entre guillemets, à Houston, il emmène Houston quand même en playoff. Alors oui, l'équipe de la saison d'avant, elle était énorme, mais il avait quand même un bilan positif à Houston, hein. Il était juste à l'équilibre, et l'an dernier, il reprend une situation qui est catastrophique. Moi, j'avais émis quelques réserves au moment de son embauche sur le processus, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'entretien avec d'autres coachs, il n'y a pas eu la volonté de vouloir savoir ce qui se faisait ailleurs, de faire un benchmark de ce que les autres coachs sur le marché présent auraient pu apporter à l'équipe. Il n'y a pas eu cette volonté-là. Alors, certains ont vu ça comme, entre guillemets, une récompense, puisqu'il a repris l'équipe la saison dernière en entachant, entre guillemets, son bilan, puisque quand tu reprends une équipe qui tank, on l'a vu avec Larry Drew, parfois tu demandes un peu d'argent pour que ça compense le fait que tu auras du mal à retrouver un job après. On va en parler de Larry Drew un moment, parce que c'est pas une amélioration, les gars, faut être honnête. Et du coup, il avait pris ce job-là, et moi je trouve que c'est pas un bon coach NBA. On va pas dire que c'est un coach qui est vraiment dans la moyenne, vraiment basse NBA. C'est pas un coach qui est très créatif, mais à partir du moment où il a des individualités, c'est un coach qui peut faire fonctionner les choses, quoi. Il a un mental très défensif, c'est un coach défensif avant tout, et visiblement sa vision arrive à se traduire sur le terrain, puisque Memphis a une bonne défense aujourd'hui, même si attention, je trouve que, défensivement, je pense que ça continuera pas à aller aussi bien, puisque Memphis donne 10% des shoots total que les adversaires prennent sont dans les corners à 3 points, et ils ne réussissent pas ils ont un taux de réussite qui est aujourd'hui au-dessous de la moyenne NBA. Donc je pense que ce facteur-là va se réajuster, et on verra à quel niveau va se positionner la défense. Mais pour revenir sur Biggerstaff, c'est un coach ok, il n'est pas beaucoup moins bon que Fizdale, quoi. C'est ça le truc. Ce que je voulais dire, c'est pas scandaleux qu'il a un poste en NBA. C'est un coach, il est capable de coacher en NBA. C'est pas Jacques Vaughn, il est capable de coacher en NBA. Mais qui place Jacques Vaughn. Complètement. Là, on est dans des références complètement d'hipster, là. Mais j'avoue que c'est pas, moi, je le trouve pas scandaleux. J'ai toujours trouvé qu'il était injustement critiqué. Offensivement, je le trouve un peu scandaleux. Moi, personnellement, offensivement, je le trouve scandaleux dans le sens où, c'est pas créatif du tout, en fait. T'as très peu d'actions à l'opposé. T'as l'impression, en fait, que ce sont les joueurs offensivement qui se débrouillent entre eux, quoi. Ouais, je vois. Après, je maintiens que je pense qu'il est un peu trop critiqué. On va finir sur les ambitions de Memphis. Comme je l'ai dit, l'équipe, elle est donc 2e à l'ouest, et c'est ça qui est incroyable, après une vingtaine de matchs, à 0,5 matchs des Warriors qui sont premiers, tout en ayant que 4,5 matchs d'avance sur le Jazz 14e. On voit vraiment que l'écart est vraiment minime. L'ouest est serré. Extrêmement serré. On en parlait avant la saison, pour ceux qui ne savent pas, Tom, nous on en parlait, dans l'équipe on en parlait souvent quand on parlait de Memphis.
l'équipe n'a pas son choix de draft cette année. Il revient comme à peu près tous les choix de draft de la Terre, soit à Boston, soit à Philadelphie. Celui-ci, c'est à Boston. Protéger 1-8. L'objectif, tu nous avais dit, c'était clairement de le donner cette année en étant compétitif. Est-ce que, déjà, on peut espérer que l'équipe fasse les playoffs? On rappelle, Jérémy Lebescon, qu'on avait eu la semaine dernière, nous avait dit que selon lui, Memphis allait faire les playoffs, mis à part blessure. Et surtout, est-ce que ce qu'on voit sur ces 20 premiers matchs, ça change l'approche à moyen terme de l'équipe peut-être? Alors, pour répondre à la deuxième question en premier, je pense pas. En fait, je pense que l'objectif est toujours d'être le plus compétitif qui soit cette saison pour donner. Non, moyen terme. Ah, je me suis peut-être mal exprimé. Moyen terme, pour moi, c'est pas cette saison, c'est la saison d'après en fait, qui sera la dernière du contrat d'un Chandler Parsons, etc. Est-ce qu'on est encore dans cette idée où on donne le choix de draft le plus vite possible et ensuite on voit ce qu'on fait, ou alors on peut encore continuer pendant 2 ans avec Marc Gasol, Mike Conley? Non, moi je pense que ça va pas changer du tout. Enfin, on le voit. Certes, il y a des joueurs qui prennent du temps pour vieillir. Et, enfin, tu vois, par exemple, Marc Gasol, il a un jeu qui va plutôt plus ou moins bien vieillir. Sauf que l'âge, ça prévient pas en fait quand ça te prend. Quand tu regardes par exemple des joueurs comme Joe Johnson, il y a 2 ans, il faisait gagner une série de playoffs à Utah. Enfin, il aidait Utah à gagner une série de playoffs au premier tour. J'oublie contre qui d'ailleurs. C'était contre qui? Alors là, Utah passe un premier tour il y a 2 ans? Ouais. Contre les Clippers? Ouais, contre les Clippers, c'est ça, contre les Clippers. Joe Johnson, il faisait passer. C'est la série où tout le monde se blesse. Voilà, les gars se blessent et tout ça, et Chris Paul est tout seul. Il a aidé Utah à passer ce tour-là. 2 ans après, il est plus dans la ligue. Carmelo Anthony, regarde ce qui se passe aujourd'hui avec lui. Regarde Paul Millsap. Il y a 2 ans, Paul Millsap, il était All-NBA. Regarde Paul Millsap, c'est les limites agonisants là, cette saison Millsap. Alors oui, il va te faire un bon match sur 5, mais c'est loin d'être le joueur All-NBA qu'il était. Et en fait, moi je pense que ça devrait pas changer les plans de la franchise. Marc Gasol, cette année tu fais le maximum pour le récupérer, pour ne pas avoir à donner le pic, mais je trouve pas que ce soit très judicieux d'investir en sabordant ton futur entre guillemets pour améliorer cet effectif là. Je pense que la chose la plus judicieuse à faire, ce serait là de profiter de Marc Gasol et de Mike Conley aujourd'hui pour construire des bases solides autour de Jaren Jackson et lui donner entre guillemets de bonnes habitudes pour après ensuite récupérer le joueur qui permettra dans le futur à Jaren Jackson de construire le renouveau de l'équipe, quoi. Je pense pas qu'il faille investir énormément sur l'équipe à l'heure actuelle et surtout utiliser des pièces du futur pour améliorer le présent de cette équipe-là. Je ne pense pas. Et par rapport aux playoffs, parce que moi je t'avoue que c'est ma lubie du moment, j'adore tous les jours me dire qui va aller en playoff en fait à l'Ouest. Enfin, je veux dire, c'est tellement serré. Enfin, on a passé 20 matchs entre le 1 et, comme je l'ai dit, entre 1 et 14, il y a 5 matchs. À part les Suns, tout le monde semble être plus ou moins dans la course, même si on peut deviner que certaines équipes, je pense aux Kings, qui sont valeureux, mais on peut deviner, ils vont sûrement un peu descendre. Est-ce que Memphis... Je sais pas, en plus, le pire, je sais pas les Kings ils vont descendre. Peut-être physiquement. Et De'Aaron Fox est vraiment, on l'avait dit, mais très 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 fort. Il est un petit peu moins bien là, mais j'ai du mal à le voir faire 82 matchs sur un à ce niveau-là, ouais. S'il fait 82 matchs à ce niveau-là, les Kings ont un très bon avenir, parce que franchement, oui, mais j'ai un peu de mal à les voir. Et puis on en parlera peut-être après avec les Spurs et surtout les Spurs quand on en parlera. Mais j'ai une théorie par rapport au fait que encore une théorie de Ben. Encore, j'en ai tout le temps. Je pense que, non, c'est même pas une théorie, mais leur système de jeu est beaucoup plus propice à un début de saison qu'à une fin de saison. Ouais, totalement. C'est évident. Mais par rapport à tout ça, Memphis, on croit aux playoffs ou pas? Parce qu'il faut être honnête. Parce que moi, j'entends partout à Memphis, c'est pas une surprise. Personne les donnait en playoffs quand même. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut être honnête, les gars. Moi, je suis surpris en fait que l'équipe que l'équipe ait un tel bilan, mais je suis pas surpris que l'équipe soit bonne avec Mike Conley et Marc Gasol en fait. Moi, honnêtement, je vais vraiment passer pour un pessimiste, mais je pense
pas qu'on ira en playoff, hein. Je pense qu'on va taper genre les 35 wins, 35-40 wins, mais je pense pas qu'on ira en playoff. Puisque je suis persuadé, après c'est peut-être un peu l'habitude, hein, je suis persuadé qu'on aura une blessure à un moment donné, tu vois. C'est pas comme si on avait une blessure tous les ans. C'est ça que j'ai mis sur mes notes, moi. Mike Conley, la dernière fois qu'il a raté moins de 10 matchs de saison régulière, c'était en 2013-2014. Et Marc Gasol, on sait aussi que c'est pas non plus l'assurance touriste, comme tu l'as dit, c'est des joueurs qui vieillissent et qui ont des petits pépins par-ci par-là. Il y a eu des saisons où ils ont raté beaucoup de matchs. On peut espérer que ça soit pas le cas cette année, mais le passé nous dit qu'ils peuvent en rater 5-6 par là, et c'est vrai que dans une conférence aussi serrée, ça va être difficile. Et par rapport à ça, on le cite un peu moins maintenant, mais on citait souvent ce site 538 qui est un peu de la data analyse, je sais jamais. 538, je sais jamais s'ils sont reliés au New York Times, à ESPN, enfin bref. Et en fait, eux, ils vous ont, malgré le fait que le début de saison est très bon, ils vous ont à 40 victoires, 42 défaites en projection. Tu vois? Ce qui doit vous mettre, attends, il y a qui derrière vous à l'ouest? Il y a les Kings, les Suns, les Mavericks, et c'est tout ce qui vous met 11e, quoi. Malgré ce début de saison. Malgré ce début de saison, ouais. Après, enfin, on peut, entre guillemets, être le Indiana de l'an dernier, hein. Mais moi je suis assez par rapport aux blessures, je sais pas si Marc Gasol peut continuer à un tel rythme pendant énormément de matchs, puisque Marc Gasol il a ça, en fait, il commence très fort la saison, et puis au fur et à mesure qu'on arrive vers février, mars, il est un petit peu désengagé. On appelle ça une Porzingis dans le métier. Ouais. Il est un petit peu désengagé, donc non, à voir. Bon, j'espère que ça continuera, mais enfin l'objectif numéro 1 de l'équipe, je pense, c'est vraiment être dans le top 22 pour pouvoir évacuer l'obligation de pick. Plus haut c'est, mieux ce sera, mais l'objectif c'est vraiment d'être dans le top 22, quoi. Ouais. Il va falloir quand même se batailler. On a été assez positif sur eux, mais il faut pas s'endormir. Ça va être, il va falloir continuer à batailler. Mais comme tu l'as dit, moi je les vois à la lutte pendant pas mal de temps, les Grizzlies. Mais oui, peut-être que ça va être une blessure à un Mike Conley ou à un Marc Gasol qui rate 10 matchs, une équipe un petit peu moins en réussite. Et oui, ça va être limite. Même si on va y revenir après, parce qu'on va parler pas mal de l'Ouest dans l'overtime. Il y a de la place parce que il y a des équipes qui tanguent un peu à droite à gauche, il y a personne qui semble vraiment sûr. Mais oui, peut-être qu'à la fin ça va être un peu juste. Après, le fait est que voilà, ça redonne de l'intérêt à Memphis. Ce n'est pas, comme j'ai dû le dire dans un épisode de preview, ce n'est pas l'équipe la plus inintéressante à regarder en NBA. Ce qui était malheureusement des fois un peu le cas où, enfin, c'était pas une équipe vers laquelle je pense beaucoup de gens se tournaient avec de l'intérêt. Maintenant, c'est pas du tout sexy, en fait. Ouais. Mais maintenant qu'on a Jaren Jackson, ce soupçon un peu de jeunesse qui peut être intéressant à regarder, et l'équipe qui tourne toujours, c'est un peu plus intéressant à regarder. Alors certes, ça fait pas partie des 10 équipes qu'il faut regarder principalement, mais ça se regarde, Memphis. Enfin, en tout cas, je vous conseille de regarder, surtout quand Marc Gasol joue un gros pivot en face. Je me répète, mais Denver, Philadelphie, ça a été des matchs que j'ai Même Towns, oui. D'un côté, Towns, tout le monde l'éteint en ce moment. Enfin... pas tout le monde, hein. Vu ce qu'il a fait hier soir, pas tout le monde. Mais ouais, enfin, voilà. Regardez, même Gobert a eu du mal. Gobert a eu énormément de mal, ouais. Et le Jazz Tom, t'es en train de me spoiler mon petit coup de gueule de fin, mais ouais, on va, je pense qu'on va finir là-dessus. On s'est déjà pas mal étendu sur Memphis. Bon bah, Tom, j'ai envie de dire à dans 3 ans pour notre prochain épisode sur Memphis. C'est ça. Et nous, on se retrouve juste après la pause pour l'overtime. Overtime, on reste à l'ouest. Alors oui, vous allez vous dire, dans une actualité NBA qui va à 360 à l'heure, c'est un peu fou de parler des Warriors fin novembre alors qu'il s'est passé 15 000 trucs. On a préféré attendre un petit peu et avoir tous les éléments de cette espèce de soap opéra géant. Mais moi, Tom, je trouve que on doit en parler de ce genre d'affaires parce que je vois pas mal de gens sur Twitter qui disent mais tu vois, c'est des trucs d'hors terrain et tout. C'est vrai, mais comme l'a très justement dit Brian Windhorst d'ESPN, on en parle souvent de lui, Kevin Durant, c'est le joueur le plus puissant de la NBA à l'heure actuelle. Pourquoi? LeBron, il a un contrat de 4 ans maintenant. Donc on peut penser, mis à part qu'il demande un trade ou qu'il se fasse trader des Lakers, qui serait fou,
LeBron, il est bloqué quelque part. Kevin Durant, il est free agent à la fin de l'année. En un coup de signature, il peut mettre à mal la dynastie des Warriors et créer un nouveau contender où qu'il aille. C'est un pouvoir énorme. Donc forcément, tout ce qui se passe par rapport à la personne de Kevin Durant, c'est hyper important pour le reste de la NBA. Surtout quand ce qui se passe pourrait plus ou moins amener à un éventuel départ des Warriors. C'est hyper important. Alors certes, oui, ce qui s'est dit en interne, etc., les insultes, oui, peut-être c'est pas la tasse de thé de tout le monde, je comprends, moi ça me dérange pas personnellement, mais c'est quand même un événement important. Ouais, mais enfin... Je sais que là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. C'est un événement important, mais bon... pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les Warriors, ils marchaient sur l'eau avant que Curry se blesse. Curry s'est blessé, ça a commencé à tousser. Curry n'est pas blessé pour toute la saison, donc je pense que ça va se remettre à gagner tranquillement. Enfin, après, c'est vrai que les mots qui sont sortis, notamment de la bouche de Draymond Green, peuvent s'expliquer, mais faut dire que chacun a ses intérêts là-dedans. Draymond Green, lui aussi, il joue pour quelque chose. Certes, Draymond Green, il y a des chances qu'il soit pas payé comme il aurait voulu qu'il le soit. Cette année, il faut qu'il soit All-NBA ou soit soit défenseur de l'année pour remplir les critères et pouvoir signer une extension Supermax. T'as parlé un peu de Kevin Durant et de sa situation contractuelle. Le 1+1, il y a deux façons de le voir, ce qu'il a pris. Soit il a pris le 1+1 pour lui permettre de garder ses options ouvertes, comme depuis que l'incident de Draymond, depuis qu'il y a eu l'incident avec Draymond, tout le monde semble le penser. Soit il a fait ça simplement pour après pouvoir être signé avec les Full Birds et avoir une extension de 5 ans au max. Moi, je pense plus pour ça que pour la deuxième hypothèse que la première. C'est pour ça que j'y accorde pas énormément d'importance. Là où je suis pas d'accord, c'est que l'excuse contractuelle, on la sort avec Durant depuis chaque année où il est aux Warriors. En fait, on nous dit ah mais non, c'est juste pour signer plus tard. La première année aux Warriors, c'était ça. C'est il a pris un 1+1, mais c'est pour se garantir un plus gros contrat un an après. Moi, au bout d'un moment, j'y crois plus et ça serait techniquement, d'un point de vue personnel, Durant aurait parfaitement raison de se laisser les portes ouvertes, comme les Warriors ont raison de critiquer le fait que eux s'investissent tous, eux signent tous des contrats long terme, et Kevin Durant ne le fait pas. Tout le monde a un peu raison, et le fait est qu'au bout d'un moment, forcément, les visions, ça se clash. Moi, j'aimerais bien rappeler quand même qu'on dit Kevin Durant, sauf, etc., ok. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de référence. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Bob Myers à la parade, qui était très malvenu, en fait, une espèce de fausse blague sur le fait que Curry était là avant Durant. Voilà, c'est des guerres d'ego, c'est très difficile, mais là je suis pas trop d'accord avec toi, Tom. Je trouve que oui, on peut comprendre ça comme on peut comprendre l'excuse contractuelle, mais j'ai l'impression d'entendre ça depuis le jour où Kevin Durant a posé le pied à Golden State. Regarde, l'an dernier, il a signé pour 7 millions de moins que ce qu'il aurait pu signer, et ça a permis aux Warriors d'être un petit peu moins dans la taxe et de pouvoir un peu signer des joueurs à droite à gauche pour renforcer leur banc, notamment un gars comme Nick Young, tu vois. Ça leur a permis de faire ça. Donc il a quand même donné, entre guillemets. Donc c'est vrai que ça c'est pas dit. Ça on le dit jamais, alors qu'il aurait pu prendre 4 ans au max. Le fait de faire ça, moi je trouve que c'est astucieux de sa part, et puis pourquoi il devrait se priver de ce pouvoir-là? Mais il doit pas le faire. Parce pourquoi? Que c'est probablement le seul, je pense, avec LeBron, à l'époque Cleveland, qui pouvait faire ça. Parce qu'on nous avait annoncé avec l'explosion du cap, explosion des 1+1. Très peu de personnes le font parce qu'en fait, il y a très peu de joueurs qui ont ce pouvoir-là. Franchement, Durant pourrait le faire, LeBron n'a pu le faire. Je vois pas, il y a pas 50 joueurs qui peuvent le faire, ça. Parce que c'est se donner toujours cette porte de sortie. Et c'est logique que ça peut être mal vécu par rapport à l'effectif des Warriors. Et c'est vrai que là où le comparatif avec LeBron est difficile, c'est que LeBron, c'était tout à Cleveland. Il pouvait se permettre de faire ça parce que s'il partait, c'était le vide. Il y a d'autres joueurs à Warriors. C'est pas le vide si Kevin Durant part. C'est une immense perte parce qu'il faut arrêter on a gagné avant toi. Vous gagnez pas le titre 2017 sans Kevin Durant, les gars. Faut être honnête. Au bout d'un moment, faut être 2 minutes réaliste. Vous battez pas les Cavaliers en 2017 sans Kevin Durant qui sort des finales stratosphériques. Donc voilà.
On va pas épiloguer J'ai là-dessus, une question mais... pour toi, justement, à ce sujet. Tu préfères avoir Kevin Durant qui fait des 1+1 ou ne pas avoir Kevin Durant du tout? Ben ça, mais voilà. On va conclure là-dessus, mais la réponse, elle est évidente. Voilà. Pas de Kevin Durant. Non, je rigole. Kevin Durant qui fait des 1+1, mais forcément. Enfin, voilà. On reste à l'ouest, les Spurs. Alors, les Spurs, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Ils avaient bien commencé la saison 6-2 sur leurs 8 premiers matchs et depuis 3 victoires sur leurs 11 derniers matchs. Tom, t'as voulu un petit peu parler des Spurs qui ont un peu une trajectoire inverse à Dallas, l'autre équipe du Texas dont on va parler dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces Spurs qui patinent depuis une quinzaine de jours? Les Spurs, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. C'est une équipe qui nous a habitués à être très très forte défensivement à travers les années. Malgré parfois des personnels qui sont pas forcément adaptés à la défense entre guillemets 2.0 entre guillemets, ils arrivaient toujours à trouver des solutions et là la défense ne marche plus. Alors San Antonio, je me souviens qu'on se demandait souvent est-ce qu'ils seraient toujours dans le top 10 défensivement. On avait l'air vraiment on se dit de toute façon Pop trouvera une solution, voilà, là. Enfin généralement ce qui revient quand les supporters entre guillemets, les fans des Spurs parlent de leur équipe, ce qui revient généralement c'est on a perdu Kawhi Leonard, Danny Green. Ils ne mentionnent pas forcément Kyle Anderson qui l'an dernier jouait énormément de minutes. Je crois que c'était le 3e temps de jeu et c'était le titulaire au poste 3 de l'équipe. Et du coup la perte aussi de Dejounte Murray au début de saison a permis à l'attaque de s'aérer puisque il a été remplacé par Bryn Forbes, Patty Mills et Derrick White qui sont des joueurs qui sont capables de shooter, sauf que défensivement la défense au périmètre est totalement perméable et là les Spurs sont la 24e défense avec un defensive rating de 112. C'est incroyable. Ça fait mal aux Spurs et puis offensivement ça date d'il y a 2 semaines je crois, mais on en parle souvent du podcast de Nate Duncan avec Danny Leroux, en fait, 2 journalistes très pointus qui avaient un peu présenté l'attaque des Spurs et je vais essayer de faire une version plus courte, mais c'était très intéressant. Et en fait, oui, les Spurs, on l'a dit plus d'une fois et tout le monde le dit, c'est une attaque un peu à contre-courant. Ils prennent très peu de 3 points, mais ils sont ultra efficaces. Ils prennent pas mal de shoots à mi-distance. C'est une équipe qui se base sur le fait qu'elle l'exécute bien, perd très peu de balles. Le problème de tout ça, c'est que c'est ultra précaire comme équilibre. C'est-à-dire que le jour où on met un peu moins à mi-distance, où on joue une équipe plutôt en réussite, ils ont très peu de marge, les Spurs. Et c'est pas étonnant quand on regarde, en fait, tout simplement les scores des matchs des Spurs. C'est des matchs serrés. Les Spurs jouent très peu de matchs où soit ils s'inclinent très largement, soit ils gagnent très largement. Sur leurs 19 premiers matchs, il y en a que 3 qui se sont joués par plus de 15 points. Et si on revient à cette série de premiers matchs de la saison, sur leurs 6 premières victoires sur leurs 8 premiers matchs, il y en avait 2 qui se sont joués en prolongation et 2 par moins de 5 points. Ils jouent que des matchs serrés, en fait. C'est pour ça, là, on est dans un moment où ils jouent des équipes un peu plus fortes offensivement. Donc, leur défense, comme tu l'as dit, qui est plus super, est mis en difficulté. Et de l'autre côté, leur attaque tient plus trop la route, donc ils s'inclinent. De très peu aussi. Ça, et puis, Aldridge, voilà, c'est encore un problème. Aldridge, quand il a un ball handler dominant à l'extérieur, il est plus, t'as pas l'impression, en fait, qu'il donne la plénitude, en fait, de ce qu'il peut apporter. Là, l'an dernier, c'était le patron, entre guillemets, de l'équipe sans Kawhi. Puis là, l'équipe a récupéré avec DeRozan un extérieur dominant qui est meilleur que lui sur le début de saison, en tout cas. Et Aldridge, t'as l'impression qu'il est souvent en rythme, en fait, dans les matchs. Alors, défensivement, il est toujours présent. Au rebond, il est toujours présent. Tu sens qu'il essaie quand même de contribuer, mais offensivement, il a un peu de mal en fait à être dans le bon rythme pour trouver ses bonnes positions et mettre dedans surtout. Ouais. Et puis, je l'avais dit, mais pour moi, il y a un grand bénéfice cette saison à être une équipe qui avait pas eu de changement. Alors, les Spurs ont eu des changements, mais les Spurs, pour moi, c'est un petit peu l'exception parce qu'ils sont tellement bien coachés qu'on savait que sur un début de saison, ils allaient gagner face aux équipes qui étaient pas trop bien coachées ou qui avaient vu des joueurs arriver, partir et qui n'avaient pas la qualité de l'encadrement d'un Popovic. Parce que moi, plus d'une fois cette saison, et je parle pas des Spurs, je parle plus largement dans la ligue, j'ai regardé des matchs et je me suis dit, ce match-là, on le rejoue dans 3 mois, le résultat, c'est pas le même. L'équipe qui perd le gagne juste parce que elle est pas encore bien placé, pas encore en forme. Et là, les Spurs, quand ils commencent à jouer des équipes, on arrive à la fin du mois de novembre, où les équipes commencent à se connaître, les rouages commencent à être bien huilés.
cette petite marge là dont je parlais, elle est de plus en plus étriquée. Donc les Spurs sont en difficulté. Donc c'est logique qu'on les voit un peu mal. Après, il faut relativiser, ils ont joué pas mal d'équipes en forme récemment. On les voit pas finir à 30 victoires, hein. Mais moi personnellement, je l'avais dit en début de saison, les playoffs va falloir s'accrocher. Et puis c'est quelque chose dont on parle pas énormément, ou on en parle très peu, mais peut-être que la blessure de Pau Gasol ne les aide pas du tout en fait, puisque Jakob Poeltl qu'ils ont récupéré dans le transfert, ton ami Jakob Poeltl qu'ils ont récupéré dans le transfert pour Kawhi Leonard. Il jouait pas beaucoup au début de saison, il a été réintroduit un peu dans la rotation quand Gasol s'est blessé, mais t'as l'impression que sans Gasol c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Jakob Poeltl c'est mon ami juste parce que pour moi il peut être efficace dans un rôle très très limité. Si on lui fait faire que les choses qu'il maîtrise, il peut être bon, mais plus t'aimes bien parler de costume trop grand, Tom, c'est l'exemple typique. Jakob Poeltl, il lui faut un slim, il lui faut un truc ajusté, parce qu'autrement, ça peut être difficile. Ça peut être très difficile. On va enchaîner, on va parler un petit peu à part si t'as quelque chose à rajouter sur les Spurs, Tom, on va enchaîner avec Dallas. Dallas, c'est l'inverse. C'est pour ça que Tom, il m'a dit, on va parler de Dallas et des Spurs, parce que c'est un petit peu l'opposé niveau trajectoire. Dallas, ils avaient débuté à 2 victoires, 7 défaites, dont une série de 6 défaites. Et depuis, c'est l'inverse. 7 victoires, 2 défaites. Tom aussi, tu voulais qu'on en parle. Qu'est-ce que tu as à dire cette fois-ci sur Dallas qui, là, c'est l'inverse, marche sur l'eau. Et c'est aussi l'inverse parce que pour moi, on en parlera, mais ils marchent aussi sur l'eau parce qu'ils n'ont pas non plus le calendrier plus difficile actuellement. Question. Est-ce que tu vas me dire que... je prends le risque de poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des chances que Dallas soit moins bon qu'aujourd'hui au retour de Dirk? C'est une question, Tom? Oui, c'est une question. Mais ils vont être moins bons. Mais ils peuvent pas faire ce qu'ils font actuellement avec Dirk Nowitzki. Alors, on s'excuse de toucher le dieu de 92% d'NBA Twitter, mais non, ils peuvent pas. Non. Non, à part s'ils font le traitement Ilgauskas où ils le font jouer 5 minutes en début de match pour que les gens soient contents et qu'ils ont payé leur place, que ça soit justifié. Ensuite, ils le mettent au frigo, mais non. S'ils le font jouer plus de 10 minutes, ils pourront plus être aussi bons. C'est un peu la même réponse, puisque là, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Alors, même si t'as un joueur comme Harrison Barnes qui est un peu... pas inénante, mais tu vois, il est vraiment très inconsistant en fait, Harrison Barnes, et tu sais pas à quoi t'attendre d'une soirée à l'autre avec lui. Luka Doncic est exceptionnel, franchement je sais pas quoi dire, mais il est vraiment exceptionnel. Alors oui, faut pas uniquement s'arrêter aux highlights. Alors oui, c'est une machine à highlights. Dès que les matchs jouent, t'as une série d'highlights de Luka Doncic qui sortent, mais le joueur est... Alors moi je trouve qu'il a énormément le ballon en main. Des fois j'ai l'impression de revoir entre guillemets Westbrook d'OKC son année MVP. Il a énormément le ballon en main. Je sais pas comment Dennis Smith arrive à vivre ça de cette façon-là, mais il a... Surtout que c'est un joueur qui a vraiment besoin du ballon, Dennis Smith. Doncic, il fait vraiment tout. Il a énormément le ballon en main. C'est lui qui est à la base de tous les systèmes. Mais franchement, il s'est mérité quoi. Le gars est tout bonnement exceptionnel. Il y a très peu de rookies, il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ce qu'il fait. Alors le faire ça en tant que rookie, c'est incroyable quoi. C'est vraiment incroyable. Donc à voir comment l'équipe va continuer, mais si l'équipe fonctionne aussi bien, c'est pas parce qu'ils ont rajouté DeAndre Jordan ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que l'équipe est construite autour des forces de Luka Doncic en fait. Et ça fonctionne bien. Je pensais pas voir un gars de 19 ans, je pensais pas voir une équipe construire sur un gars de 19 ans et construire tout son système autour de lui et qui puisse déjà rentabiliser ça aujourd'hui quoi. C'est incroyable. Ouais, il y a aussi, tu parlais d'Harrison Barnes, il avait eu des petits problèmes niveau blessure en début de saison, il est revenu, et sur la série dont j'ai parlé, des 9 derniers matchs, il est à 44% à 3 points. Il a eu 2-3 matchs sans, mais les matchs où il est dedans, Harrison Barnes, il marche sur l'eau. Et ouais, il y a vraiment, collectivement, ça marche. Après, encore une fois, faut aussi se méfier des stats avec Dallas.
Parce que je regardais les stats sur justement cette série-là. Et par exemple, on voit que c'est la meilleure défense en NBA avec les Grizzlies. Sauf que quand tu limites le Jazz à 68 points, forcément, tu vas... Ouais, ce match-là, c'est ça son rating. Le rating est un petit peu faussé, en fait, des totalement faussé. Il y a eu des blowouts. Dans un match où, pour l'avoir vu, les dirigeants d'Utah auraient dû mettre une amende à tous les joueurs de l'effectif. Tous. C'est scandaleux, ce match. Ah non, mais c'est... Bref, je parle d'Utah dans 2 minutes, hein, mais... Ah non, ce match-là, c'était pas possible. Mais ouais, Dallas, on sent qu'il y a quelque chose, t'as raison, Doncic, il marche sur l'eau. DeAndre Jordan, alors il parle beaucoup, mais je l'avais un peu annoncé, il est pas au niveau de son contrat et je le trouve pas super bon. On est sur une année à la draft où il y a pas mal d'ailiers, quelques intérieurs. Il serait peut-être bon d'aller en choisir un côté Dallas, ça pourrait aider. Mais oui, globalement ça va, mais comme tu l'as dit, j'y avais pas trop pensé, mais oui, le retour de Dirk, si on essaye vraiment ou on tente de l'investir dans l'équipe, je suis pas sûr que ça soit assez positif. Parce que par exemple, la défense de Dallas, je me moquais un peu de ces ratings faussés, mais globalement elle est bonne. Elle est très correcte, hein. Ce qui est pas le cas depuis j'ai l'impression que depuis que je regarde la NBA, ils ont pas une bonne défense. Mais là, elle était correcte. L'attaque, elle réussit à marcher avec Doncic. À voir, tu l'as dit, il faut que l'équilibre Doncic-Smith soit un peu mieux respecté. Vous savez que j'ai un historique avec Dennis Smith, mais faut pas non plus qu'il soit complètement sevré de ballon. Je pense pas que ça soit très bon. Mais t'as Finney Smith qui apporte de bonnes minutes. De temps en temps Maxi Kleber qui est assez intéressant dans un rôle dans un rôle à la Mike Muscala, on va dire, un rôle à la Mike Muscala du côté des Hawks, quoi. Il compte des intérieurs, il fait des interceptions et il shoot à 3 points. Chapeau à Carlisle. Je suis pas forcément un grand fan des Mavs, c'est pas une équipe que j'apprécie particulièrement, mais pourquoi tu rigoles? Parce que moi je connais les messages que tu nous envoies, c'est pour ça que je rigole, moi. Les auditeurs, ils les ont pas, c'est pour ça. Donc je suis pas forcément fan de l'équipe, mais franchement chapeau. Et après tout ce qui s'est passé en coulisses, dont on ne parle pas du tout, c'est bien que l'équipe ait trouvé sportivement les moyens de se remettre entre guillemets sur la carte, malgré un début difficile. Après, on est d'accord, est-ce qu'on est dans la même un petit peu trajectoire que Memphis, c'est-à-dire bon début de saison, mais encore pire que Memphis pour moi, ils vont pas jouer les playoffs. Si Doncic est All-NBA, il joue les playoffs, hein. Oui, c'est sûr, mais là, ça serait... Parce que là, on dit qu'il fait un très bon début de saison, il est pas non plus All-NBA. Non. Il est pas All-NBA. Non, mais franchement, je pense que eux, ils vont... de toute façon, eux aussi, ils ont pas forcément leur pic. C'est-à-dire qu'ils peuvent, un peu comme Memphis, soit ils décident de tanker et du coup récupérer le pic qu'ils doivent envoyer à Atlanta, qui est protégé top 5, ou soit ils décident de jouer à fond pour se libérer du pic tout de suite et après partir sur autre chose. Moi je pense que j'avais pas mentionné, oui, mais j'avais oublié de le dire quand j'ai parlé d'aller chercher un intérieur à la draft, mais oui, ils ont pas leur choix, j'ai oublié de le préciser. Moi je pense qu'ils devraient jouer, c'est pour se libérer aussi du pic, puisqu'ils sont dans une autre situation, puisque à Dallas tu as du cap space, tu auras énormément de cap space l'an prochain et tu es un marché potentiellement intéressant, et surtout je pense que les joueurs seront tentés de venir jouer au Texas dans une zone où les taxes sont... Ah, les taxes, oui, on en parle. Ça, on devrait faire des épisodes sur les trucs comme ça, on parle pas. Les taxes sont plus basses. Très, on va dire plus très basses. Intéressantes. Voilà. La fiscalité est plus intéressante pour jouer avec Luka Doncic au Texas, et ça peut être intéressant, hein, écoute, hein, ça peut être intéressant. Dans une mise à part les affaires louches, très louches, hors terrain dont on avait parlé à l'époque, à part ça, c'est une bonne organisation. Ouais, c'est ça. C'est un gros ça, hein, mais autrement, c'est en gros, si t'es un joueur, puisque même Dallas pourra de mémoire proposer un contrat max, après et peut-être 2 en fonction de si Harrison Barnes décide de ne pas prendre son option, ce qui m'étonnerait fortement. Il a une option à 25 millions l'an prochain. Tu peux peut-être tu peux peut-être signer un gars à la free agency
au max et essayer de monter un trade où tu inclus Dennis Smith dedans pour, je sais pas moi, un Bradley Beal ou un truc comme ça, puisque Bradley Beal aux côtés de Luka Doncic, moi ça me fait bien saliver. Et parce que je suis assez d'accord avec toi, je pense que à moyen long terme la cohabitation me semble très difficile, la cohabitation Doncic Dennis Smith. Ouais. Dernier petit point, j'avais promis pas un coup de gueule, ce serait trop dur de petite note comme ça, une petite note de bas de page pour le Jazz. J'ai beaucoup regardé le Jazz pour le profil, petit teasing pour mercredi prochain sur YouTube, on vous rappelle. Je trouve qu'il y a une omerta autour du Jazz. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, quand elles font 2 mauvaises semaines, 3 mauvaises semaines, oula, alors là, le Thunder fait 3 mauvaises semaines, attention, c'est une catastrophe. Tout le monde leur tombe dessus. Pareil pour les Rockets, on en a fait partie. Il y a eu un peu le même traitement pour les Clippers, époque Chris Paul, Blake Griffin, ils faisaient 3 mauvaises semaines, c'était une catastrophe. Il y a pas mal d'équipes dans ce cas-là. Le Jazz, depuis le début de saison, est très, très, très inquiétant. J'insiste sur les 2 traits. Personne n'en parle. Alors que avant le début de saison, j'entendais partout, non mais le Jazz, top 3 Ouest, ils peuvent même gêner peut-être les Rockets sur une série. Le Jazz est ultra inquiétant. Personne n'en parle. Qu'on m'explique. Toi, tu m'as dit, Tom, c'est parce que les gens ne s'y intéressent pas. Ok. Mais alors, faut peut-être revenir sur ces prédictions de début de saison. C'est quelque chose, nous, qu'on essaye de beaucoup faire. Mais là, le Jazz m'inquiète. Moi, j'ai vu beaucoup trop de matchs du Jazz et il y a des problèmes qui sont structurels dans l'équipe. Ah oui, il y a des problèmes structurels. Après, le Jazz, c'est aussi une équipe qui met pas dedans. Le Jazz se crée énormément d'opportunités, notamment dans les corners à 3 points, qui convertissent très peu. Ils ont énormément de problèmes pour générer, entre guillemets, de l'attaque instantanée, et Donovan Mitchell est un petit peu en délicatesse avec son jeu offensif sur le début de saison. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué en fait, puisqu'ils arrivent pas à scorer limite hors système. Il y a plus de solution pour scorer hors système. Tu vois, on parle beaucoup des Mitchell, et quand on regarde bien le Jazz, je trouve que il pâtit en fait du traitement médiatique à l'heure actuelle, parce qu'on dit qu'il croque beaucoup, etc. Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse-là. Il tire parce que c'est le seul mec qui peut créer de l'attaque dans cette équipe. Quand il a le ballon dans les mains, en début de match, quand ils font jouer Favors-Gobert, t'as donc Derek Favors qui est dans un corner qui ne sert à rien parce qu'il sait pas shooter. Vous en entendrez parler plus en profondeur dans le profil. Vous avez Gobert au centre de la raquette, Ricky Rubio qui est en délicatesse avec son shoot, et Joe Ingles qui est le seul autre danger, donc qui est très bien couvert par les équipes adverses. Il est censé faire quoi, Donovan Mitchell, dans cette situation-là? Il attaque, il tente, il shoot. Je veux dire, c'est même des consignes. Tous les joueurs du Jazz dans la presse et Quinn Snyder expliquent, c'est notre jeu, il faut que Donovan prenne énormément de shoots, c'est son rôle. Je vois pas pourquoi il est critiqué là-dessus. C'est parce qu'il le met pas, en fait. L'an dernier, il était au même niveau, entre guillemets, en termes d'usage, il était c'est juste il était indécent, il était incandescent, notamment sur les shoots contestés, quoi. T'avais sorti la stat, il était incandescent sur les shoots contestés. Il était au niveau d'un CJ McCollum qui a un petit peu la référence à ce niveau-là. C'était difficile de l'imaginer rester à ce niveau-là, mais je trouve qu'il est un peu au centre des critiques, et c'est pas trop justifié parce que il y a d'autres problèmes dans cette équipe, et j'aimerais bien qu'on en parle un jour, quoi. Voilà, c'était ma petite note, mais oui, le Jazz a pas un bon bilan. Il faut savoir que il y a cette petite stat expected wins and losses, c'est-à-dire, en fait, c'est les défaites et victoires attendues. Si on se base sur tes ratings, ils devraient avoir un moins bon bilan qu'ils l'ont actuellement. Ils devraient être vraiment... Après, c'est peut-être faussé par aussi le blowout qu'ils ont pris à Dallas. C'est un peu faussé là-dessus, mais il y a pas mal de matchs où ils les gagnent vraiment au forceps. C'est vraiment... moi, je suis pas super rassuré par le Jazz. On va dire que je m'inquiète pas encore pour les playoffs, mais on en reparle dans 15 jours. Dis-moi, tu tenterais pas si t'étais le Jazz, tu tenterais pas de récupérer ton porteur top 15 shooter? Ah si, clairement, si. Mais deuxième teasing, si je suis le Jazz à l'heure actuelle, il y a des joueurs intouchables, mais il y en a 2-3 que j'essaye peut-être d'échanger, ouais. Et je suis assez déçu on parlait de leur profondeur de banc. On va dire, passé 7-8, les joueurs sont pas bons, hein. Ils sont pas bons, en fait. Je vais pas disserter, ils sont pas bons, voilà. Et puis, autre chose avec le Jazz, tu vois, on parlait de défense. Défensivement, ils sont beaucoup moins forts. En fait, ils sont beaucoup moins forts avec Rudy Gobert sur le terrain que l'an dernier. Et je pense que ça bouleverse un petit peu l'équilibre global de l'équipe. Ouais, totalement. Là-dessus, on finit cette note bas de page qui a pris du temps, mais voilà.
faut parler du Jazz dans cet épisode 100% Ouest. Hein. On a parlé que de l'Ouest. On a dit beaucoup de bien de l'Est depuis le début de saison. Il fallait un petit peu balancer un petit peu tout ça. T'as parlé de Larry Drew. J'ai parlé de Larry Drew, oui. Quand on fera cet épisode sur... faut savoir qu'on a un épisode en réserve sur reconstruire Cleveland depuis... Ça va faire 3 semaines qu'on l'a maintenant. Et à chaque fois, on trouve un autre truc à parler. On va bientôt le faire, ne vous inquiétez pas, les fans de Cleveland. Peut-être pas la semaine prochaine parce que... On avoue qu'on calcule pas nos chiffres, mais enchaîner un épisode Memphis puis Cleveland, on va finir à 3 auditeurs, et ça va être un petit peu compliqué. Ouais, non, mais c'est vrai, ça va être un petit peu difficile. Moi, du coup, je vous rappelle de suivre le site sur Facebook, Twitter. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous suivre sur les plateformes où vous nous écoutez, nous laisser des petites notes sur iTunes, aussi vous abonner à YouTube pour être là mercredi 20h pour la première diffusion du podcast Profil. Vous l'avez deviné parce que j'ai très mal teasé, mais ça sera sur Derek Favors avec moi-même. C'est pour ça que j'ai décidé d'un peu taper sur les doigts du Jazz, parce que j'ai beaucoup vu le Jazz et j'ai pas forcément été rassuré collectivement. Tom, on a bien parlé de Memphis, je pense. On peut être content de cet épisode-là, pour une fois. Ouais, c'est ça. Bon, on parle toujours bien de Memphis, hein. C'est vrai. Et là-dessus, nous, on vous souhaite une bonne semaine. Salut.